Bonjour Jean-Michel, Bonjour Guillaume. je suis ravi de te retrouver. Alors voilà, j'ai eu envie de rentrer en contact avec toi pour te poser quelques questions sur ce fameux congrès psychologie énergétique qui va avoir lieu pour la première fois en France au mois de mars, le 18 et 19 mars. Et voilà, j'ai voulu avec toi aborder un petit peu cette question de la psychologie énergétique parce qu'on s'était déjà tous les deux rencontrés à l'occasion de la croisière de Rafika Quillback, donc Human Vision. C'est là que j'ai pu un petit peu plus, je dirais, discuter avec toi de tes techniques, de tes pratiques, et puis de cette ouverture que tu as, je dirais, aux recherches scientifiques de pointe qui sont menées comme ça aux États-Unis sur ces dimensions-là, dimensions de l'accompagnement. Et donc j'ai découvert une personne qui est vraiment très ouverte. Et j'aimerais que éventuellement, que tu nous dises quelle est ta spécialité. Je sais que tu es psychothérapeute, que tu es plutôt spécialisé donc, sur l'EFT à l'origine et qu'aujourd'hui, tu es en train de vraiment développer ce concept de psychologie énergétique. Donc, j'aimerais peut-être simplement que tu te présentes un petit peu aux personnes qui ne connaissent peut-être pas vraiment. Moi, je me présenterai assez rapidement aussi derrière et puis je te poserai quelques questions après. Donc, rapidement, après, on verra, on pourra rentrer dans le détail. Au début des années 2000, j'ai pris un virage qui m'a d'abord, en partant de la PNL, qui m'a amené à l'hypnose ericksonienne. Donc, je me suis formé à cette technique et puis j'ai décidé de m'installer en cabinet libéral, en plus de mon activité initiale qui était la communication. Et puis j'ai continué à me former à la psychologie, à la psychopatho, etc. Et je me suis installé en cabinet officiellement dans les années 2004-2005. De là, j'ai poursuivi et j'ai inversé la courbe en fait. Mon activité première est descendue et s'est arrêtée, alors que l'activité de consultation et de thérapie a augmenté pour arriver à 100%. Initialement donc formé à l'hypnose, j'ai évolué vers d'autres techniques proches de l'EMDR, et j'ai découvert en 2004-2005 l'EFT. J'y suis revenu par la suite. Au départ, ça n'a pas forcément emballé tout de suite, mais sur l'insistance de quelques collègues médecins, psychologues, qui eux-mêmes avaient déjà expérimenté l'outil, j'y suis revenu. Et c'est vrai que les effets que j'ai pu constater déjà à la base sur moi et aussi par la suite sur les patients m'ont convaincu de cette approche. Donc j'ai voulu en savoir plus et j'ai développé mes connaissances en essayant d'aller voir ce qui se passait en France et puis en dehors de France, jusqu'à aller aux États-Unis en 2011, 2010-2011, oui, où j'ai fait une formation de formateur, à refaire déjà l'enseignement que j'avais commencé en France. Et donc en 2012, j'ai créé l'IFPEC, qui est l'Institut français de psychologie énergétique clinique. Donc la psychologie énergétique, c'est en fait la famille qui regroupe toutes les interventions qui ont lieu sur le système énergétique corporel. Alors, d'où est-ce que ça vient? En fait, à la fin des années 70 et début des années 80, on a un psychologue, un docteur en psychologie du nom de Roger Callahan, qui travaille avec une patiente et avec laquelle il a une difficulté. Elle présente une phobie de l'eau, mais très très prononcée. Et ça fait 1 an que lui-même utilise des techniques proches des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire des thérapies où on va utiliser par exemple l'exposition, hein, on approche la personne de l'objet qui lui fait peur, en l'occurrence de la piscine qu'il avait chez lui, et on lui apprend des techniques de relaxation pour que le comportement inadapté progressivement diminue et s'éteint. Et c'est un des principes en fait des thérapies cognitivo-comportementales. On part du principe que le fonctionnement dysfonctionnel, le dysfonctionnement, pour être plus simple, a été appris. Et donc, s'il a été appris, on peut le désapprendre. Et donc, on va travailler sur les facteurs d'apprentissage et sur les facteurs de maintien qu'on va progressivement éliminer. Eh bien, malgré ce qu'il pratique couramment, il n'arrive à rien avec cette patiente.
Et il a l'intuition, à un moment, de lui demander, parce qu'elle lui parle de son estomac, de stimuler un point d'acupuncture qui se trouve sous l'œil et qui est en lien avec qui est le point d'entrée du méridien de l'estomac. Et dans son livre, qui a été traduit en français, il stimule, il dit, elle est en moins d'une minute, je l'ai vu changer. D'abord, elle a dit que elle n'avait plus rien dans l'estomac, mais en plus, elle se lève, elle court vers la piscine, elle s'éclabousse, etc., etc. Et puis derrière, il se passe encore d'autres choses encore plus étonnantes. Elle va même jusqu'à l'océan, qui était sa peur fondamentale, et elle rentre à mi-cuisse dans l'océan. Le lendemain, elle l'appelle. Donc là, il se dit quelque chose, j'ai dû mettre le doigt sur quelque chose. Et il fait des travaux, donc au début des années 80, et il met en place ce qu'il a au départ appelé les techniques de Callahan. Et après, ça a évolué, il a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle thérapie du champ mental, TFT en anglais. Et c'est ça, en fait, la naissance de la psychologie énergétique. C'est-à-dire qu'il a introduit dans un champ de connaissances validées que sont les thérapies cognitivo-comportementales. Il est également formé à l'hypnose, donc j'imagine qu'il avait lui aussi l'utilisé dans sa thérapie. Une dimension, on pourrait dire un outil complémentaire, qui est l'action qu'on peut avoir sur des méridiens. Donc en fait, on stimule en fait en EFT des points qui se trouvent sur le visage, sur le corps, sur les mains, qui sont des points d'entrée ou de sortie des méridiens d'énergie tels qu'ils ont été décrits par les Chinois il y a maintenant 5000 ans. Et donc c'est cette stimulation de points d'acupuncture qui est finalement l'outil qui a changé la pratique de la thérapie, qui a donné naissance en fait à la psychologie énergétique. D'ailleurs, les Américains appellent ça Energy Psychology, donc on traduit par psychologie énergétique en français, mais on pourrait encore plus parler de psychothérapie énergétique. Oui. Ces outils sont vraiment destinés à avoir une action sur des troubles physiques, psychiques, juste en utilisant des interventions sur la matrice énergétique humaine, en fait. Donc, il y a grosso modo 3 grands domaines. Les techniques méridiennes, dont l'EFT fait partie. On a des techniques qui vont s'intéresser plus au centre énergétique du corps, qui correspondent en fait aux principales glandes endocriniennes. Et troisièmement, on peut avoir des interventions sur le biochamp humain, c'est-à-dire le champ électromagnétique qui est émis par le corps humain. Ouais. Quand tu parles des différentes glandes endocriniennes, on retrouve ces glandes qui sont alignées dans le corps avec qui partent de l'hypophyse, avec la thyroïde, avec tout ça, et ça rejoint plus ou moins les chakras qui ont été identifiés par les Indiens, c'est ça? Oui, plutôt plus que moins d'ailleurs. Plutôt plus que moins, oui. Non, mais je dis plus ou moins parce qu'il peut y avoir aussi des gens qui ont cette vision plus cartésienne du monde et qui, avec ces mots chakra, etc., peuvent se dire qu'on commence à partir un petit peu dans des choses. Mais toutefois, on retrouve… Comment? C'est pour ça que je ne l'avais pas employé. Oui, voilà. Mais c'est pour ça que je reviens dessus parce que c'est quand même important de joindre. Parce que là, finalement, ce dont tu nous parles, c'est une personne qui a joint 2 sphères qui, a priori, pour nous, les Occidentaux, étaient séparées, puisqu'on a tendance, avec notre cerveau rationnel, à tout décortiquer, à tout séparer. Et donc, la médecine chinoise qui travaille sur cette fameuse énergie, cette fameuse énergie vitale qu'eux, ils appellent le qi, et qui nous traverse. Et puis, la psychologie, d'un autre côté, qui finalement est étroitement interreliée avec effectivement ces qualités énergétiques, on va dire. Et puis également sur le plan physiologique et biologique, puisqu'on va peut-être en reparler après, mais effectivement tout ce qui est de l'ordre de la psyché, de la pensée, a un corrélat neuronal, un corrélat biologique, hormonal. Donc c'est lié justement à ces fameuses glandes endocrines, c'est lié à notre système nerveux. Mais quoi qu'il arrive, quand il se passe un truc dans la pensée, il y a un corrélat physiologique ou biologique et on retrouve une dynamique, on va dire, psychosomatique chez les personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui devient, je dirais, une conception et une connaissance qui est de plus en plus acceptée, validée. Il y a beaucoup de recherches autour de ça. Mais on retrouve encore, des fois, dans la tête de certaines personnes qui n'ont peut-être pas forcément cette connaissance-là, une séparation entre le corps, l'esprit, le corps est une forme de machine. Et tout ça, justement, c'est très bien expliqué dans ce
dans ce magazine dans lequel tu as largement contribué, puisqu'il y a, on va dire, les 3/4 du magazine sont des articles que tu as traduits, que tu as fait toi-même et traduits d'articles américains. Et donc là, on a vraiment des informations très intéressantes sur ce sujet-là et qui décrivent effectivement une médecine ou en tout cas une approche de la psychothérapie qui sort du champ de la base physique newtonienne, je dirais, de l'humain, c'est-à-dire de l'explication de l'humain sous forme de physique mécanique, on va dire, et qui ramène les choses vers la physique quantique, qui ouvre au champ de l'énergie, etc., de la conscience. Et donc là, c'est une médecine qui, je dirais, qui arrive aux frontières, à la limite, qui dépasse même les frontières de la médecine conventionnelle, on va dire, chimique, en quelque sorte. Alors, moi, je voudrais juste revenir là-dessus rapidement, simplement dire pourquoi je t'interviewe, puisque moi aussi, aujourd'hui, je fais de l'accompagnement. Je me suis formé plus particulièrement à l'hypnose, que j'enseigne aussi par ailleurs. Je me suis formé, donc, pas à l'hypnose, à la PNL. Excuse-moi, je ne sais pas si j'ai dit hypnose ou PNL. Enfin, la PNL que j'enseigne, à l'hypnose que je pratique. J'ai évidemment intégré aussi un lapsus révélateur, oui, mais parce que de toute façon, c'est tellement. Les deux, pour moi, sont tellement quasiment la même chose, à quelque chose près. Donc, ces approches-là permettent en effet de pouvoir travailler avec les gens d'une façon plus rapide que sur des approches ou des techniques qui sont simplement conversationnelles, telles qu'on peut les retrouver dans des psychothérapies peut-être plus classiques, ou des choses qui se rapprochent de la psychanalyse, donc avec des techniques d'analyse. Et effectivement, il y a parfois comme ça des problématiques qui prennent corps, justement dans le corps, que les personnes tentent de s'expliquer mentalement, d'une certaine façon, vont pouvoir, je dirais, dialoguer et parler de ça pendant des jours, des semaines, mais sans forcément que ça transforme et que ça change quelque chose. L'idée de ces approches, c'est qu'effectivement, elles permettent d'aller plus vite. Maintenant, effectivement, ce que je trouve très intéressant dans cette approche de l'EFT, je me suis intéressé un peu aussi à Matrix Reimprinting, parce qu'on retrouve en PNL et en hypnose, on retrouve cette notion de réempreinte émotionnelle par rapport à des événements passés. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va faire comme différence, le fait, vraiment précisément, si tu pouvais rentrer dans quelque chose peut-être d'un petit peu technique, mais vulgarisé d'une certaine façon, qu'est-ce que ça va faire comme différence, le fait de travailler sur des expériences, par exemple, passées, des expériences traumatiques, des choses qui nous freinent et qui nous mettent un petit peu mal, je dirais un peu comme sur des courts-circuits intérieurs, d'une certaine façon. Il y a eu l'activation par un stimulus extérieur, et d'un coup, paf, court-circuit, je me retrouve à revivre une émotion, je me retrouve à ressentir quelque chose qui me bloque, qui me fait peur ou qui me met mal à l'aise. Qu'est-ce que ce genre de technique va changer précisément par rapport aux autres approches? Alors, ça change pas mal de choses. Tout d'abord, tu as parlé de ce magazine. Effectivement, j'ai eu la chance de collaborer à ce dossier. Comment est-ce qu'on l'a réalisé? En fait, d'abord, j'avais posé la question à David Feinstein, qui est un psychologue qui va intervenir au cours du congrès, s'il était OK pour qu'on traduise un de ses articles, qui était « Qu'est-ce que l'énergie a à voir avec la psychologie énergétique ?» Parce que justement, jusque dans les années 2010, 2011, 2012, il ne faut pas croire qu'aux États-Unis, c'était tout rose et complètement bien accepté. Il y avait énormément de personnes qui critiquaient ces techniques en disant que c'était un truc New Age, c'était un peu n'importe quoi, on tapotait, on distrayait les gens, voilà. Ce discours, bon, on l'entend encore en France, sauf que c'est intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce que ça fait 10 ans, ils ont grosso modo 10 ou 15 ans d'avance sur nous, et aujourd'hui, il y a une centaine d'études qui existent et qui ont été publiées dans des revues à comité de lecture, dont une quarantaine d'essais randomisés contrôlés qui sont vraiment l'étalon or de l'évaluation d'une technique thérapeutique. Donc aujourd'hui, on sait que c'est efficace. Le discours, toutes les preuves ont été apportées. Le discours, il est déplacé. Il est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, c'est comment ça marche. Parce que les premières explications qu'on avait, c'était soit qu'on parlait d'un champ de pensée, soit on parlait que l'émotion
et que les problèmes émotionnels venaient d'un blocage dans le système des méridiens. Et effectivement, les psychologues classiques ont du mal à se contenter de cette explication. Et puis en fait, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus complexe. Et Feinstein est un des chercheurs américains qui a apporté beaucoup d'explications, et comme il est en connexion avec d'autres chercheurs, il a fait un peu une très belle synthèse. Et donc cette étude très longue qui a été publiée il y a quelques années aux États-Unis, on l'a traduite, on l'a splittée en deux, et ça constitue les deux articles fondamentaux, principaux de ce dossier. Ensuite, on s'intéresse à l'aspect physiologique et épigénétique de ces techniques-là. Donc, qu'est-ce que ça crée dans le corps quand on fait des stimulations et qu'on enchaîne ces stimulations? Et là, on a Dawson Church, qui est lui aussi un docteur, c'est un PhD. La correspondance des diplômes n'est pas exactement la même que chez nous, mais ça correspond à un doctorat. Et il s'intéresse beaucoup à l'épigénétique. Il a fait lui-même aussi beaucoup d'études utilisant des techniques de la psy énergétique, dont l'EFT et d'autres. Et il publie le troisième article. Et en fait, en intro, on a utilisé un article qui a été... En fait, ce n'est pas un article, c'est un cours qui est donné par Bruce Lipton. Donc, c'est une introduction à la biophysique quantique. Et ce cours a été mis en place à l'initiative de l'Association américaine de la psy énergétique intégrative et globale, qui s'appelle l'ACEP. Et ce programme a été traduit avec le raccord en français, et il a été diffusé, et il est diffusé par la société Quantum Way, qui organise le congrès. Et donc, c'est un programme assez dense, qui réunit des grands physiciens, des très grands noms de la thérapie, comme par exemple le professeur Daniel Siegel, qui est un expert du cerveau et des conséquences des traumas au niveau du cerveau. Et chacun va apporter une pierre à l'édifice pour expliquer pourquoi on parle de psychologie, de psychothérapie énergétique. Et c'est vrai que pour comprendre l'intégralité de tous les phénomènes qui se passent, il faut quitter la physique newtonienne pour s'ouvrir à la physique quantique. Alors, c'est des concepts qui ne sont pas forcément évidents à comprendre. Hein. D'ailleurs, il paraîtrait même que si on comprend la physique quantique, c'est qu'on n'a rien compris. Donc... Enfin, moi, plus j'avance dans le développement de l'humain, dans la connaissance de l'humain, et moi, j'ai l'impression d'une certaine façon, j'ai l'impression de mieux en mieux comprendre, et d'une autre façon, je me dis, en fait, tu n'as encore rien compris, parce que, à mon avis, il y a encore un champ de perception et de compréhension de l'humain qui, voilà, en tout cas, qui n'est pas forcément accessible comme ça aussi facilement par les personnes. Je pense sur un plan intellectuel, hein, purement intellectuel. De toute façon, plus on creuse, plus il y en a derrière. Et c'est ça d'ailleurs qui est passionnant. Alors, tu me posais la question de savoir qu'est-ce qu'apporte finalement la psychologie. Concrètement, par exemple, imaginons que une personne veuille se débarrasser d'un mécanisme, d'un schéma un peu traumatique ou un peu bloquant. Si tu pouvais en quelque sorte décrire un petit peu la mécanique intérieure, avec tout ce qui se passe sur le plan neuronal, sur le plan synaptique, sur le plan de la structure, comment ça se façonne, tout ça. Et puis après, comment ça se déconstruit. Je trouve que ce petit passage-là est relativement passionnant et intéressant. Ok. Alors, déjà, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe quand on stimule certains points à la surface de notre peau? Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir de l'énergie cinétique, le mouvement, qui va être converti, grâce à l'effet piézoélectrique, en énergie électrique. Et selon la loi d'Ampère, quand un courant passe dans un conducteur, il génère un champ électromagnétique autour. Ça, c'est la physique newtonienne. Sans trop rentrer dans le détail, hein, donc on va avoir émission d'électricité, d'énergie. Cette énergie, elle va circuler dans le corps. Le chemin qu'elle va emprunter, c'est un chemin où il y a le moins de résistance possible, donc le chemin le plus conducteur. Eh bien, ces chemins-là correspondent justement aux méridiens.
Alors, il y a encore des personnes qui disent, on peut lire, hein, les méridiens, c'est pas prouvé scientifiquement, etc. Il faut juste savoir que entre le moment où on fait une découverte dans un labo et le moment où il est porté à la connaissance du public, eh bien, on a observé qu'en moyenne, il se passe 17 ans. Et donc, il y a déjà 5 ans, il y a des Sud-Coréens qui ont repris des travaux des Nord-Coréens et qui ont mis en évidence ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau primo-vasculaire. Ça fait partie de toutes les explications qui sont données dans le cours qui a été mis en place par la SEP pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ça. Donc, alors attends, la CEP, tu peux donner. L'association américaine dont je parlais tout à l'heure. D'accord. American Comprehensive Energy Psychology. Pardonnez-moi. D'accord. Donc, c'est pour ça que je te le fais dire, c'est pour ça que je te le fais répéter en l'occurrence, parce que sinon, moi, je préfère que ce soit toi qui montre ton accent que moi. Voilà, j'ai bien travaillé dessus en EFT, stimuler les points qu'il fallait. Même si je suis mauvais en anglais, je m'accepte tel que je suis. Alors, donc, maintenant, on sait que par écrasement des tissus conjonctifs et de la peau qui ont une structure cristalline, on crée, et en vertu de l'effet piézoélectrique, on envoie ces charges électriques dans notre corps et on les fait circuler sur l'ensemble de tous les méridiens. Donc, on génère des champs électromagnétiques et en fait, on observe, il y a une étude qui a été menée pendant plus de 10 années à l'école de médecine d'Harvard, donc c'est pas les moins bons, on va dire, et ils ont observé que la stimulation de points d'acupuncture avait une action au niveau cérébral de petites glandes qu'on appelle les amygdales, l'amygdale, le complexe amygdalien, voilà. Les vigiles, les glandes qui sont responsables de notre vigilance par rapport à l'environnement extérieur et qui s'activent. Elles ont une action à plusieurs niveaux, elles sont hyper importantes dans le traitement des émotions. C'est en fait cette partie du cerveau qui permet de coller une étiquette émotionnelle à des souvenirs procéduraux inconscients. D'accord. En lien directement avec l'hippocampe. Tout à fait. En fait, l'hippocampe stocke la mémoire épisodique et l'amygdale, elle, stocke la mémoire émotionnelle. Donc en fait, c'est des niveaux différents de mémoire. On pourra rentrer dans le détail tout à l'heure si tu veux. Mais ce qu'on a observé, c'est que donc, la stimulation de points d'acupuncture calme l'amygdale, diminue son activité. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les thérapies énergétiques? Eh bien, on va reprendre des éléments qui existent déjà dans les thérapies d'exposition, les thérapies cognitivo-comportementales. On va prendre un exemple simple d'une personne qui, par exemple, aurait une phobie, je ne sais pas de quoi, mettons d'un truc anodin, une souris blanche, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il est probable que, en fait, elle ait peut-être, cette personne, appris la peur de sa mère, qui elle-même était terrorisée par les souris blanches. Donc, elle est petite, avant 6 ans, et elle voit sa mère monter sur un tabouret en hurlant « Au secours, il y a une souris ». Et donc, en fait, elle associe la peur de sa mère, qui se communique à elle, elle ressent une peur intense, à une souris blanche qui est tout à fait inoffensive. Et en fait, il suffit d'une seule fois pour que dans le cerveau, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ce qu'on appelle la loi de Hebb. Et cette petite fille, en grandissant, va garder cette association. Et donc, dès qu'elle verra l'image d'une souris blanche, elle ressentira automatiquement, alors qu'elle sait que les souris blanches, elles ne sont pas, c'est pas agressif, que c'est totalement inoffensif, voire que ça peut être un animal de compagnie, elle ressentira une peur intense. Donc ça, c'est intéressant parce que ce que tu dis là, c'est qu'il y a une différence entre, je dirais, la mentalisation, le côté intellectuel des choses. C'est-à-dire, on sait que c'est pas si grave, on sait que c'est pas si dangereux, etc. Mais il y a une part de nous qui, elle, d'une façon très, je dirais, automatisée, très réflexe, elle, par contre, a engrammé un processus de réaction, d'une certaine façon, qui va nous mettre en alerte ou qui va nous faire ressentir de la peur ou qui va tenter de nous protéger d'un danger qui, finalement, intellectuellement, n'est pas identifié comme un danger,
puisqu'on se dit que finalement, c'est pas si grave et ça fait pas aussi peur que ça. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les personnes, parfois, se disent ou disent aux autres, oui, mais tu sais que c'est pas dangereux, oui, mais tu sais que ce truc-là, il s'est passé, que c'est fini, oui, mais tu sais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à croire que parce que je suis conscient et parce que je sais intellectuellement quelque chose, ça va vouloir dire que ça va plus avoir d'effet sur moi. Alors qu'en réalité, là, on a affaire à quelque chose de très inconscient, enfin, qui fait partie de notre champ inconscient où la conscience n'a pas accès et qui est en lien avec une forme de mécanique comme ça, psychocorporelle, je dirais, mais psychocorporelle en arrière-plan de notre conscience. Et il y a beaucoup de problématiques que les gens ont et qui sont liées à ça. Donc, si on travaille que sur le champ de la conscience, je dirais, enfin, de l'intellectualisation, on ne va pas arriver à grand-chose. Pour aller dans ton sens et pour que ça soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent, on va parler de la mémoire. Il y a deux types de mémoire. La mémoire dite explicite et implicite, c'est-à-dire consciente et inconsciente. La mémoire explicite, elle va réunir deux types de souvenirs. Les souvenirs déclaratifs, qui sont stockés en fait au niveau du cortex préfrontal. C'est la manière de parler comme ça, comme je te parle là actuellement. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, c'est structuré, c'est clair, etc. C'est ce qu'on appelle des souvenirs froids, parce qu'ils ne sont pas associés à des émotions. Ensuite, il y a un deuxième type de mémoire, qui est la mémoire épisodique, qui est stockée dans l'hippocampe dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est les souvenirs qu'on appelle aussi autobiographiques. Je vais par exemple te parler d'un souvenir avec beaucoup plus d'émotions. Je vais penser au moment où j'ai eu ma fille dans les mains et dans les bras pour la toute première fois. Et forcément, voilà, je vais changer complètement ma physionomie, ma façon de parler, ma prosodie, etc. Ça va réactiver un état avec le système limbique. Tout à fait. C'est-à-dire que là, je vais ressentir de l'émotion et on va appeler ça des souvenirs chauds. Maintenant, ça, c'est conscient. Maintenant, si on passe dans l'inconscient, on va avoir une première mémoire qui est la mémoire émotionnelle, qui elle est stockée, dont le siège est dans l'amygdale dont on parlait. Et ces deux, il y a la mémoire émotionnelle et la mémoire procédurale. Elles sont vraiment très, très imbriquées. La mémoire émotionnelle, c'est je pose une étiquette sur un comportement. C'est-à-dire que c'est la mémoire qui va, la mémoire procédurale, c'est la mémoire des choses qu'on a apprises dans notre corps, c'est-à-dire qui sont gravées. Par exemple, je peux très bien lasser mes chaussures tout en me parlant, je ne vais pas avoir à penser à qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour lasser mes chaussures, alors que c'est une opération. Je vais le faire, c'est mon corps qui le fait. C'est comme quand on arrive devant un digicode, on se dit mince, j'ai oublié le code. Et là, on laisse faire la main, et la main retrouve tac, tac, tac. C'est ce qu'on appelle en hypnose ou en PNL, on va appeler ça un ancrage. C'est quelque chose qui s'est ancré et qui est automatisé dans notre système. Exactement. Et donc, si on veut aller plus loin et qu'on reprend par exemple ce que dit Bruce Lipton dans un film de Jean-Yves Billien qui est vraiment très très bien, c'est 1h10 avec lui, il dit voilà, je décide de changer. Tiens, c'est la fin de l'année, là, je décide de prendre des bonnes résolutions et de me dire j'arrête de faire ci, je commence de faire ça, etc. Donc, je vais lire un livre, je vais faire un stage, je vais faire tout ce qu'il faut. Et puis, est-ce que ma vie va changer en 2017? Et il dit non. Parce que quand vous faites ça, vous pouvez lire un livre et après je vous fais passer un test et vous répondez tout juste au test. Mais est-ce que votre vie a changé? Eh bien non. Et pourquoi? Parce que vous venez d'éduquer votre conscient et pas votre inconscient. Or maintenant, et il n'est pas seul à le dire, Joe Dispenza et beaucoup de psychologues expliquent qu'un adulte à l'âge de 35 ans fonctionne à 95% en mode inconscient. C'est-à-dire qu'à force d'apprendre, d'abord sous hypnose, Bruce Lipton dit il y a 3 manières de changer nos croyances et nos comportements. Le premier, c'est l'hypnose, parce qu'on apprend par l'hypnose. Quand on est de 0 à 6 ans, on a un fonctionnement cérébral en ondes delta-theta, qui sont les ondes qu'on va rechercher quand on fait de l'hypnose. Après, de 6 à 10 ans, on passe en alpha, qui sont les ondes cérébrales de la méditation, de la détente. Ensuite, 10-12 ans, et au-delà, 10-12 ans, on est en bêta basse fréquence, et ensuite, à 12 ans, l'inconscient, enfin la porte qui était entre conscient et inconscient se ferme, et là, on passe en mode bêta.
Ouais, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, ce mode bêta, c'est vraiment le mode qui est propre au fait d'être totalement, notre système nerveux soit totalement périphérique, je dirais, soit totalement en lien avec le monde extérieur, en train de gérer de l'information externe. Et qui fait que on est en action-réaction, je dirais, vis-à-vis de l'environnement extérieur. Et si ce mode bêta monte trop haut et va trop loin, on va rentrer dans des fréquences hyperactives où il y a tout notre système qui va qui va se désharmoniser, je dirais, d'une certaine façon, pour nous permettre de vivre. L'alpha, c'est quand les gens sont dans cette… Juste pour leur donner une indication, c'est juste quand les gens sont dans ce mode où ils sont à la fois conscients de ce qui se passe à l'extérieur, mais qui sont aussi capables d'avoir une intériorisation, d'avoir une imagination, d'avoir, je dirais, comme on appelle ça, des hallucinations positives, et de ressentir et de faire le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et puis après, quand on descend en delta, on est encore plus dans le monde intérieur. Saison de theta, on est encore un peu delta, on est quasiment dans l'inconscience en fait. Alors, justement, pour compléter ce que tu dis, parce que ça, c'est vraiment effectivement hyper intéressant. J'ai récemment fait l'interview de Gary Crosbeck et Donna Barr, qui seront tous les deux présents au congrès et qui animeront des ateliers, qui animeront des conférences et qui participeront aussi à faire des mesures dans certaines conférences. Ils utilisent en fait un système, c'est comme une espèce de petite bande qu'on met autour de la tête qui permet de mesurer l'activité cérébrale. C'est un électroencéphalogramme portatif relié à un ordinateur et qui dessine un graphe. Donc on voit tout en haut les ondes bêta qui correspondent justement aux problèmes d'anxiété, etc. Ensuite, en dessous, on a les ondes alpha, puis les ondes θ, où là on est dans l'inconscient, et on arrive en delta. Et en fait, cet appareillage a été développé par un physiologiste anglais qui pratiquait l'hypnose et qui enseignait l'hypnose et qui voulait voir ce qui se passait dans le cerveau des personnes de ces stagiaires qui pratiquaient l'hypnose. Et il s'est aperçu, et après ses élèves ont poursuivi ses recherches, ils se sont aperçus que quand on a un fonctionnement optimal de notre esprit, ils ont appelé ça l'esprit éveillé, il y a un profil type justement de ce qu'on observe sur ce logiciel. Et ça ressemble un peu à un bonhomme de pain d'épices. C'est-à-dire qu'on a une petite tête de bêta, on a des grands bras alpha, on a des petits bras θ, et on a une sorte de jupe delta. Et ce profil-là, c'est ce qu'ils cherchent à obtenir en faisant des méditations qui peaufinent. Donc, ce qui veut dire quelque part que notre moi conscient, ce qu'on appelle le je suis, je fais, etc., s'élargit dans le champ de la conscience, on va dire avec l'inconscient inférieur et l'inconscient supérieur, d'une certaine façon, avec tous les niveaux, s'élargit peut-être progressivement pour aller nous permettre d'avoir une conscience, je dirais être plus en pleine conscience, à la fois de ce qui se passe et des processus intérieurs, mais de rester malgré tout en contact avec ce qui se passe dans le monde extérieur, c'est-à-dire à la fois être hyper conscient des sons, de la voix, etc., mais en même temps être très, je dirais, comment on pourrait dire, attentif et concentré sur les phénomènes que ça provoque à l'intérieur de soi. Et c'est l'hypnose finalement, voilà, ça rejoint un petit peu ça. C'est l'idée, je suis un peu conscient de ce qui se passe, de la voix de l'opérateur à l'extérieur, etc., de ce qu'il me dit, mais en même temps, je suis hyper conscient des processus et des phénomènes qui émergent à l'intérieur de moi. Donc c'est une espèce d'élargissement, comme ça on pourrait dire, du moi conscient qui va toucher à différents aspects de la personne, c'est ça? Ce que je peux te dire, c'est que les observations qu'ils ont faites par rapport à des personnes qui sont, par rapport à ces notions conscient-inconscient, ils mettent un patient et ils font du coaching du thérapeute. Parce qu'ils peuvent observer ce qui se passe dans le cerveau du patient et dans le cerveau du thérapeute. C'est bien très intéressant pour nous. Qu'est-ce qu'ils observent? Par exemple, ils voient que dans le cerveau du patient, il y a une production d'ondes bêta de très haute fréquence qui montre qu'il est très anxieux, etc. Si on stimule les points d'acupuncture sur la peau, simplement comme ça, on s'aperçoit qu'il y a tout de suite une réduction des ondes bêta et une augmentation de l'alpha.
Et en fait, la fréquence alpha, ils appellent ça un pont, un bridge, entre le conscient et l'inconscient. Entre bêta, qui sont les ondes du conscient, de l'oral, et θ, qui correspondent à l'inconscient. Donc là, on est un petit peu moins dans le sympathique au niveau du système nerveux, on est un peu moins dans une activation du sympathique et on va vers un équilibre avec l'activation du système nerveux parasympathique. Si si le sympathique est engagé, c'est sûr que ça va être associé avec une production d'ondes de haute fréquence. Et chez les personnes qui ont des problèmes, qui ont vécu des traumas, etc., on s'aperçoit que la production d'ondes alpha est vraiment très réduite, comme si le pont était réduit. Ouais. Et quand, par exemple, le thérapeute va poser une question à son patient et lui dire parlez-moi de votre mère, par exemple. Et la personne le regarde et répond et lui dit ma mère, non, tout va bien, impeccable. Or, sur le graphe, ils s'aperçoivent qu'en θ, il y a tout d'un coup, pouf, une espèce d'explosion. Eh bien, la personne qui regarde l'écran commence à dire au thérapeute allez-y, questionnez-le sur sa mère. Ça veut dire quoi à ce moment-là? Qu'il y a probablement quelque chose à aller gratter, à aller chercher là-dedans, mais que ça ne passe pas à la conscience de la personne, parce que le pont alpha, lui, est tout petit. D'accord. Et donc, plus on fait des stimulations sur le corps, plus on agrandit le pont alpha. Et il y a quelque chose qu'on observe dans la clinique, c'est-à-dire en pratique avec nos patients, c'est que des gens qui sont complètement bloqués, coincés, qui n'ont aucun souvenir au départ, on leur dit simplement, pendant qu'on discute, faites ça avec moi, on stimule les points. C'est mécanique. Et mécaniquement, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'augmenter, d'ouvrir le pont alpha et on ouvre à la possibilité à l'inconscient de faire passer les informations. Voilà. Donc, d'accord. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de comment on pourrait dire? On pourrait prendre une bouteille ou quelque chose en verre et serrer le truc. Pardon? Un goulot d'étranglement. Voilà, c'est ça, un goulot d'étranglement qui fait que la personne se coupe d'une certaine façon de son ressenti, de son vécu, on va dire inconscient, peut-être plus émotionnel, peut-être plus dans la sensation, essaye de rester dans une dynamique mentale qui va essayer de contenir tout ce fatras en dessous là. Donc quelque part, il réduit le lien pour éviter d'être en contact avec ça. Le truc, c'est que ça va donner quoi? Ça va donner, dans ce que j'entends, je me dis que ça peut donner des réactions qui sont excessives. C'est-à-dire au départ, si on parle à cette personne de sa mère, elle va dire non, il n'y a rien, alors qu'en fait, en sous-jacent, il y a une espèce de volcan qui est en train de commencer à monter. Et la personne va se dire non, je ne sens pas, etc., je ne ressens pas ça. Et si jamais on pose un peu plus de questions, et c'est peut-être souvent ça les sensations qu'ont les gens, c'est-à-dire qu'ils se disent si je commence à parler de cette colère que j'ai ressentie, si je commence à parler de cette tristesse, ça risque d'être une espèce de débordement émotionnel qu'ils essayent de contenir. Et du coup, ils peuvent partir comme ça d'un coup dans un truc hyper inadapté parce que ça va être une émotion très forte. La voix qui va se couper, les vont devenir tout rouges. Enfin bref, ils vont avoir une émotion comme ça qui va arriver d'un seul coup, qui va monter là-haut. Et du coup, ils ne vont pas savoir gérer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, le mental, il va court-circuiter, quoi. Donc, c'est un peu ça qu'on retrouve. Je te pose la question parce que j'élabore en même temps qu'on parle. Donc, à la fois, je l'ai dit, et à la fois, c'est une question. Est-ce que ça te semble être à peu près juste cette image? Si les personnes ne se rappellent pas de leurs souvenirs, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc, le cerveau a une capacité de protection. Et pour nous protéger, il encapsule les souvenirs, il les met dans un coin. Mais ils sont toujours là. En fait, ils sont où? Ils sont dans le corps. Parce que la quatrième mémoire procédurale, c'est le corps, en fait. Le corps a une mémoire et il stocke. Et on retrouve des engrammes dans les cellules. Et ça, maintenant, on le sait, les scientifiques le disent, c'est plus simplement… Et donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ces engrammes, ils sont contenus par le système, par des contractions musculaires, par des tensions, par des nœuds, par des blocages énergétiques, de façon à ce que tout ça se soit bien verrouillé à l'intérieur. C'est ça? Pour les traumas non résolus, ils vont se traduire justement par des douleurs, par des tensions. Voilà.
Et ce qu'on sait maintenant, c'est que dans le cerveau, ça ne fonctionne pas de haut en bas, pas que de haut en bas, mais ça fonctionne de bas en haut, et ça, on le fait en PNL. On sait que si je souris, je vais me sentir plus heureux. Le fait d'avoir une action volontaire va entraîner un état émotionnel, et que si je suis heureux, je vais sourire. Ça marche dans les deux sens. C'est une boucle d'interaction entre le corps entre le corps, l'émotion. L'émotion étant le trait d'union, je dirais, le sentiment ou le ressenti étant le trait d'union entre le corps et la pensée et la mentalisation des choses. Alors, ce qui est intéressant avec la psychologie énergétique, et là, c'est là que je voulais t'emmener aussi en termes de questionnement, c'est que on va avoir la possibilité avec cette technique de progressivement, je dirais, ouvrir le goulot de façon à ce que finalement la personne n'ait pas une espèce d'excitation trop forte ou trop puissante du système sympathique quand l'émotion remonte ou quand les informations arrivent, et que ça lui permette de pouvoir progressivement accepter. C'est pour ça d'ailleurs peut-être au niveau des phrases qu'on dit même si j'ai telle difficulté, je m'accepte tel que je suis, etc. C'est pour préparer d'une certaine façon le système à accueillir cette matière interne. Et donc, du coup, ça permet ces techniques-là de pouvoir aller plus vite dans le fait de faire, je dirais, de faire émerger et de libérer des tensions psychiques ou des matériaux psychiques qui étaient un petit peu refoulés et gardés comme ça à l'intérieur de soi. C'est ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu énormément de découvertes qui ont été faites depuis la fin des années 90, début 2000. Tout d'abord, il y a un Américain qui s'appelle Stephen Porges qui a amené la théorie polyvagale et qui explique exactement comment est-ce qu'on fonctionne. On parlait souvent avant qu'il y avait deux branches au système nerveux autonome, la branche dite sympathique qui est l'accélérateur et parasympathique qui est le frein. En fait, Porges a mis en évidence et a bâti une théorie là-dessus, c'est que le nerf vague, donc le parasympathique, en fait, c'est deux branches, une branche ventrale, une branche dorsale, un nerf qui est myélinisé à réponse rapide et qui est en lien avec notre capacité relationnelle avec les autres, et une branche non myélinisée à réaction plus rapide qui est la branche dorsale. Et pour expliquer ça, si je suis embêté dans la rue, ma première réaction, ça va être de commencer à discuter. Donc, c'est la branche vagale ventrale qui est activée. Mais si le fait de discuter ne suffit pas et qu'il y a réellement une menace, là, je vais activer ma branche sympathique. Et donc, ça va être soit la fuite, soit le combat, soit un peu un mélange des deux. Mais si je me retrouve encerclé, etc., et où mes compétences, on va dire, où je vais être complètement débordé émotionnellement, là, à ce moment-là, c'est la deuxième branche parasympathique, dite nerf vague dorsal, qui s'active et qui est responsable de réactions qui s'apparentent à la mort feinte, voire le collapse, malaise vagal direct. Pourquoi? Parce que c'est aussi des réactions de survie. Et c'est ce qui se passe dans les cadres de traumas violents, d'attentats, etc., où la personne est totalement submergée, on ne sait plus quoi faire. Et donc, de là vont découler ensuite le stress aigu, puis le stress post-traumatique. Il faut savoir une chose, et ça a été amené par les travaux de Daniel Siegel, qui est un grand ponte de ce qui se passe dans le cerveau et de la manière de traiter les traumas. On ne peut traiter le trauma que dans une fenêtre de tolérance. Cette fenêtre de tolérance, elle correspond à l'activation du nerf vague ventral. Ça veut dire que pour pouvoir intégrer, digérer et travailler un trauma, il faut que la personne elle soit dans cette fenêtre de tolérance. Si elle est en dessous, c'est-à-dire que si c'est son système vagal dorsal qui a été activé extrêmement fortement au moment du trauma, elle est en état qu'on appelle de dissociation. Elle ne peut pas se reconnecter, on ne peut pas faire le travail. Et si c'est l'inverse, si elle est dans une zone d'hyperactivation, c'est-à-dire où le système sympathique est engagé, il y a trop de charge émotionnelle pour pouvoir digérer. Il y en a trop sur la table, je ne peux pas tout manger. Oui, c'est ça. Voilà. Et j'ai l'impression que ça va me dépasser totalement, donc je continue de réprimer d'une certaine façon. Enfin, je continue de contenir.
en fait, dans cet état-là, en hyperactivation, elles ne contiennent pas, elles sont en train de pleurer, et si ça continue, elles vont à nouveau se dissocier, elles repartent dans le trauma. Et en fait, elles se retraumatisent. Parce qu'on sait depuis les années 2000, avec Eric Kandel, qu'on entretient un stimulus pendant 1 heure, on double le nombre de connexions synaptiques en lien avec ce stimulus. Ça veut dire quoi en clair? Que si je revis mon trauma, que j'en parle, j'ai encore à nouveau de l'émotion, je tisse de nouvelles voies. Ouais. Je renforce le système. Qui sont en lien avec ce souvenir. Et donc, évidemment, je renforce le système. Et donc, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et alors, je reviens sur une de tes questions auxquelles je n'ai pas complètement répondu. Oui. Ces connexions vont être extrêmement solides dans le cerveau. Jusque dans les années 90, on pensait, certains neurologues, etc., l'ont écrit, il y a eu beaucoup de publications là-dessus, que si on avait vécu des traumas extrêmement violents ou des traumas répétés durant l'enfance, c'était cuit, on ne pouvait plus changer. Heureusement, on s'est aperçu, fin des années 90, que, bizarrement, il y avait certaines personnes qui s'en sortaient. Et ils se sont dit, oui, il y a plusieurs types de thérapies qui permettent d'arriver à ça. Et ils ont observé ces types de thérapies pour savoir quels étaient les points communs entre ces thérapies. Et ils se sont aperçus qu'il fallait respecter 3 étapes. La première étape, c'était d'arriver à se reconnecter avec ce souvenir pour activer les structures émotionnelles qui étaient activées au moment où s'est passé l'événement. Ouais. La deuxième condition, c'est d'arriver à apporter une expérience contradictoire suffisamment forte. C'est-à-dire, dans tel type de situation, j'ai été complètement dépassé, mais là, j'y repense, j'en reparle, et finalement, je me sens complètement à l'aise. Et la troisième condition, c'est de répéter encore et encore, suffisamment longtemps, pour qu'il y ait une déconnexion des synapses, des récepteurs de glutamate des synapses qui maintenaient en place ce souvenir. Qui maintenaient en place, plus exactement, l'émotion liée au souvenir. Oui. Et donc, à ce moment-là, ça lâche. C'est un peu comme si c'était un court-circuit, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de petit… On imagine un fil électrique à côté d'un autre fil électrique. À un moment donné, il se dénude un peu parce qu'il y a un choc ou il y a un truc. Il y a comme des petits fils qui vont partir, toucher le câble d'à côté. Donc, quand on met le courant, ça crée une étincelle ou ça crée un court-circuit d'une certaine façon. Pour le travailler, on est bien obligé de l'activer, mais progressivement, on va déconnecter on va reprendre les petits fils qui sont partis toucher le truc d'à côté. Enfin, je dis ça comme ça, hein, mais on va déconnecter ces endroits-là pour que ça recrée pour enlever quelque part on pourrait dire le système du court-circuit, quoi, d'une certaine façon. Et après, on va reconstruire. Alors, ça me rappelle juste une chose. Enfin, je sais pas, je te dis ça, c'est pour donner une métaphore plus simple. Si tu veux une métaphore électrique, tu peux prendre une prise et que tu branches dans la prise murale. Oui. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déconnecte la prise de l'autre prise. En fait, beaucoup plus simplement. J'allais te prendre une image ferroviaire, une métaphore ferroviaire. Ouais. Tu prends 2 TGV et tu les accoles bout à bout et tu leur fais faire un voyage. Si on parle de Nice, par exemple, tu as le TGV qui s'appelle Camion Fou, dont par extension, tous les camions, tous les bruits de camions, etc., que tu colles avec un autre TGV émotionnel qui, lui, est peur de mourir. En fait, tant qu'ils sont collés l'un à l'autre, tous les camions qui passent vont déclencher un réflexe de peur intense. Ouais. Ce qu'on fait quand on arrive à ce phénomène que je viens d'expliquer qui s'appelle la reconsolidation des souvenirs ou des mémoires, c'est qu'on déconnecte les 2 TGV. Voilà, c'est ça. Pas tous les camions on déconnecte 2 circuits. On déconnecte 2 circuits qui sont censés je dirais, travailler alternativement et séparément, enfin, selon le truc, tu vois. Et on enlève les espèces de connexions qui se sont créées entre les deux et qui créent une espèce de disjonctage intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se fait aussi en PNL, avec par exemple les ancrages ou les désactivations d'encre. D'autant plus quand on va les faire et les ancrer avec une stimulation kinesthésique. Parce qu'on peut faire des ancrages visuels, auditifs, etc. Mais tu sais, tu connais bien le principe, ces histoires d'interrupteurs où on va associer par exemple une émotion très positive d'un côté, poser une encre, puis de l'autre côté, on va poser une autre encre
sur le souvenir problématique ou difficile, puis après, on va associer les deux, je dirais, physiologiquement parlant. Donc, ça rejoint un petit peu ça, sauf que là, il y a en plus cette dimension d'aller, je dirais, refaire circuler le courant et débloquer un petit peu les nœuds énergétiques au niveau du système général. On pourrait dire que ça rajoute cette dimension-là. En fait, on arrive à dissoudre totalement les connexions inadaptées qui se sont créées au moment du traumatisme. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que c'est pérenne. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est terminé. Parce que l'interrogation légitime de beaucoup de personnes, c'est de se dire oui, mais alors pendant combien de temps il va falloir que je le fasse? Eh bien, le temps d'arriver à retraiter ce trauma. Alors, bien sûr, si le trauma, par exemple, d'un attentat ou d'un accident très violent vient dans l'histoire de vie après d'autres traumas, et si en plus l'enfance de la personne a été très difficile, qu'il n'a pas pu avoir un attachement, on appelle ça un attachement sécure, il y a des structures cérébrales, et notamment les structures liées aux nerfs vagues, qui ne se développent pas correctement. Et si la personne n'a pas un bon développement du complexe vagal ventral, qui est en lien avec l'interaction sociale et la capacité d'être en lien avec les autres et de pouvoir prendre sa place, s'exprimer, accueillir, donner, etc., eh bien, à l'âge de 20 ans, on va retrouver des problèmes qui sont liés à ce moment-là. Parce que le développement qui aurait dû avoir lieu quand la personne était bébé, toute petite, ne s'est pas fait. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ces thérapies énergétiques, matrix imprinting, etc., permettent de réparer ce qui aurait dû être fait à ce moment-là. Et c'est ça aussi toute la beauté de ces nouvelles thérapies qui nous viennent. Oui. C'est qu'elles permettent de faire énormément de choses où là, on était autrefois limité. Alors, justement, moi, j'ai envie d'aller plus loin, si tu as encore un petit moment à m'accorder, parce que je pense que c'est très intéressant. Là, on parle beaucoup de psychothérapie. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'aller désactiver, comme ça, ponctuellement, des problématiques qui sont liées peut-être à des traumas, à des mauvaises interprétations, à des perceptions difficiles qui sont restées comme ça et qui agissent toujours au niveau automatique, je dirais, au niveau inconscient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je dirais que je suis plus axé, moi, sur le développement psychospirituel des personnes. Quand je dis psychospirituel, le mot spirituel, je l'entends dans le sens de mettre du sens dans sa vie. C'est-à-dire de répondre à des questions existentielles, de répondre à un appel qui est, je dirais, qui fait partie de notre psychologie à tous, parce que l'être humain, il est connecté à ça, à ce désir de réalisation, à ce désir, je dirais, d'exploiter des potentiels qui sont là à l'intérieur de lui et de pouvoir les exploiter, de pouvoir je dirais, les incarner dans sa vie d'une certaine façon. Et qui fait que quand cette dynamique-là n'est pas respectée, les personnes se retrouvent avec tout un tas de problématiques psychologiques, d'angoisse, de stress, de mal-être, d'impression de ne pas servir à grand-chose, que leur vie n'a pas de sens, etc. Pourquoi ? Parce que finalement, ils ne sont pas en train de nourrir cette autre dimension, je dirais cette dimension supérieure, on pourrait dire, de l'être humain. Sachant qu'il y a la dimension, on va dire, pour dire inférieure, c'est pas pour dire inférieure, mais plus instinctif, plus pulsionnel, qui a été, je dirais, travaillé par Freud, qui a été beaucoup travaillé avec la psychanalyse. Après, on retrouve une dimension supérieure qui a été plus travaillée par exemple, Viktor Frankl, un psychiatre aussi. Donc, avant qu'on soit coupé, voilà, il y a des petits problèmes techniques parfois qui arrivent, justement des déconnexions comme ça qui nous posent problème. Donc, cette idée justement de Frankl et puis même d'Assagioli, enfin un certain nombre de personnes comme ça, de Milton Erickson aussi, qui travaillaient aussi beaucoup sur cette notion de mettre les gens en perspective par rapport à leur avenir. Donc, une recherche de développement, une recherche d'accomplissement, une recherche de réalisation, qui peut se passer sur un plan du moi ou de l'ego, qui peut se passer sur une vision plus large de soi, c'est-à-dire une réalisation de soi dans une vision plus large. Alors, ce qui se passe, moi, quand j'ai des personnes, la plupart des personnes qui viennent me voir sur ce type de problématique, elles sentent qu'il y a effectivement cette volonté d'aller de l'avant, mais que quelque part en eux, il y a des choses qui les bloquent. Je dirais comme s'ils étaient retenus avec un élastique comme ça, quelque chose d'ancien,
qui fait qu'ils n'arrivent pas encore à pouvoir passer un cap. Alors, ce n'est pas forcément des traumas, ce n'est pas forcément des choses qui sont de l'ordre de la psychothérapie, mais toutefois, ce sont des blocages qui… excuse-moi. Hop, je reviens. Tu vois, ça, je fais des tours de magie aussi, c'est ma grande spécialité. Mince, attends 2 secondes. Réponds à Tati Germaine. Hop là, et voilà, tu vois, comme quoi, non, ce n'est pas une hallucination. Excuse-moi, c'est un téléphone qui s'est mis à sonner. Ça marche bien avec toi. Ça ne s'arrête pas. Attends 2 secondes, me revoilà. Alors, je couperai au montage. Hein. Donc, j'étais en train de dire, voilà, cette notion de blocage ou de sensation qu'il y a comme ça quelque chose, des freins à l'intérieur de soi, en termes d'identité, par exemple, parce que j'ai du mal à m'identifier à cette nouvelle version de moi-même vers laquelle je tends, mais il y a des choses qui me retiennent à des façons d'être, ou à des façons de faire passer, etc. Donc, est-ce que toi, enfin moi aujourd'hui, je vois vraiment un véritable intérêt à pouvoir utiliser ce type de pratique dans cette perspective-là. Oui. Je vais te donner 2 exemples. Alors, tu dis que ce n'est pas forcément des traumas et de la psychothérapie. Si, c'est des traumas, mais pas forcément avec un grand T, avec un petit T. C'est des traumas de la vie courante. Je te donne un premier exemple. J'ai eu l'occasion d'accompagner des joueurs de rugby. Et il y en a un qui me dit, voilà, moi j'ai un problème, là il s'est fait expulser. Il se fait expulser souvent du terrain. Et il me dit, en plus, ce n'est pas tellement l'expulsion qui me gêne, mais c'est qu'au lieu d'attendre le ballon, prendre le ballon dans la mêlée et d'aller marquer le but, si je vois qu'il y a un de mes copains qui est en difficulté ou qu'il y a quelqu'un qui lui fait un sale coup, je lâche carrément le ballon pour aller taper l'autre. Ce qui est effectivement gênant, pas génial, mais gênant, par rapport au résultat du match. Quand on creuse la question, parce que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On lui pose des questions, on s'aperçoit que c'est l'injustice qu'il ne supporte pas. Ça l'active tellement qu'il oublie l'essentiel de pourquoi il est ici. Tout à fait. On est sur l'injustice. La question, c'est quand est-ce que vous avez vécu de l'injustice dans votre vie? Et on va chercher dans son enfance. Tout à fait. Là, on trouve des trucs qui, à l'école, c'était le souffre-douleur, etc. Il était plutôt malin, plutôt maigre, souffre-douleur et dyslexique. Bref, il passait vraiment pour la tête de turc, on pourrait dire, de l'école. Sauf qu'il commence à faire de la muscule, il s'inscrit au club de rugby et là, il change de physionomie, d'épaisseur, on va dire, et puis il joue bien, donc il devient un peu la star locale. Et aujourd'hui, quand il se promène dans les rues de sa ville, eh bien, on lui demande de signer les autographes. Il a donc laissé le petit enfant malin, bafoué, victime d'injustice, là où il était. Mais en fait, il l'a laissé dans sa tête. Oui. Il l'a encapsulé dans sa tête, c'est dans un coin. Et aujourd'hui, quand il voit une injustice, eh bien, ça le reconnecte tout de suite à ce qu'il a vécu. C'est la souffrance qu'il a vécue qui s'exprime. Alors que son copain qui vient de se prendre une baigne, finalement, c'est un grand mastar de 2 mètres, ça ne lui a pas fait spécialement mal, et en tout cas, c'est son problème, et il est capable de le gérer tout seul. Mais lui, il faut qu'il y aille, parce que l'injustice est trop forte. On travaille sur le petit enfant en souffrance qu'il était, on traite tout ça, on déconnecte les émotions, et terminé, fin du comportement. Donc là, on est dans le développement personnel. Alors voilà, justement, ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a 2 niveaux de développement, d'accord? Là, c'est une personne qui a développé une personnalité, je dirais, sous l'influence de l'ego, par rapport à un enfant qui était dans une fragilité, qui était dans un manque d'assurance, qui était dans un manque d'estime de lui-même. Et pour compenser, donc c'est un processus de compensation et de renforcement de la personnalité et de l'ego pour se sentir à l'aise. Sauf que ça peut arriver à une certaine limite au bout d'un moment, parce que la personne tend peut-être vers quelque chose d'encore au-delà de ça, mais elle se retrouve reliée inconsciemment à ses blessures d'enfance. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de faire passer le message aux gens, et on le fait passer au travers du documentaire, justement, L'humain en pleine conscience, leader, porteur de sens,
pour expliquer aux gens au travers avec le professeur Henri Joyeux, de l'alimentation, de la façon de s'alimenter, des neurosciences et du coaching et de la psychologie liée aux neurosciences avec toi et David Lefrançois, puis moi j'en parle aussi un petit peu, et puis avec la partie développement personnel et développement humain, qu'on peut aider les personnes à se développer, je dirais, à aller de l'avant, à traiter des choses qui sont de l'ordre de la psychothérapie ou qui sont vraiment des souffrances, mais on peut aussi aller désactiver des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la souffrance, qui pourraient être supportées par la personne au quotidien dans une vie normale, mais qui les empêchent d'une certaine façon de passer à un autre stade. Alors qu'au fond d'eux, il y a une partie d'eux qui sent qu'elle pourrait aller au-delà, développer d'autres qualités, d'autres perceptions, d'autres possibilités d'elle-même. Et puis, ben non, il y a quelque chose qui les maintient, je dirais, dans une forme de, j'ai envie d'appeler ça comme ça, mais dans une forme de normalité par rapport à leur conception du monde, etc. Dans un système de croyances un peu verrouillé, frustrant parfois, mais un peu verrouillé. Donc, l'idée, c'est qu'avec ces techniques-là, cumulées à d'autres approches de coaching, de développement et de réalisation de soi, on peut aller assez rapidement, sans rentrer dans des processus ou des thérapies complexes et longues, aller désactiver un certain nombre de schémas qui bloquent l'évolution d'une certaine façon, qui bloquent la transcendance d'une certaine façon. Tout à fait. En fait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le film de Bruce Lipton, il y a 3 manières d'apprendre. La première, c'est l'hypnose parce qu'on apprend comme ça de 0 à 6 ans. La deuxième, c'est la répétition. Si je m'entraîne à faire encore et encore et encore la même chose, comme par exemple je joue au tennis, je vais enchaîner des coups droits et des coups droits et des revers et des revers. Et la troisième, c'est la psychologie énergétique. Parce qu'on est capable de, dit-il, télécharger directement des nouveaux enseignements. Et on s'aperçoit que en fait, ces 3 manières de transformer nos croyances, donc nos vies, elles sont complémentaires. Si je vais appliquer par exemple de la PNL et de l'hypnose et qu'en plus je vais, par exemple pour travailler sur, mettons, la prise de parole en public, on peut par exemple imaginer son moi idéal et le voir fonctionner, l'observer, le modéliser, entrer dedans, toutes les techniques de PNL. On peut aussi s'exposer, se confronter et puis répéter, augmenter la difficulté et effectivement, on va s'améliorer. Et on peut aussi, avec la psy énergétique, compléter tout ça pour remonter à l'origine des problèmes. Peut-être que ce n'est pas effectivement un trauma, peut-être que c'est juste mon papa qui s'est foutu de moi. Quand j'avais 3 ans, j'ai fait une récitation. Pas un trauma, mais ça a été perçu comme tel et ça a laissé des blessures. Ça a créé une croyance limitante. Oui, si la croyance c'est je ne suis pas à la hauteur, rien n'est étonnant, tu n'arrives pas à passer au niveau supérieur. Tout à fait. On va se dire, mais c'est pas pour moi. Les autres le font, ouais, mais les autres, machin. Non, on peut tous le faire. Il y a tout à fait. Tous faire le nettoyage, le ménage, et ensuite, voilà, aller vers son évolution spirituelle, etc. Voilà, c'est-à-dire c'est vraiment cette idée de transcendance, de se débarrasser des vieux systèmes, des vieux schémas. En tout cas, quand je dis s'en débarrasser, c'est pas forcément s'en débarrasser, mais c'est les mettre en lumière, les reconnaître, les désactiver, pour désactiver la charge, le plomb, quoi, on va dire, ce qui nous plombe, pour pouvoir aller de l'avant. Et en même temps, ce que tu expliques aussi très bien dans le documentaire, que les gens vont pouvoir bientôt découvrir au mois de janvier, je pense il va y avoir une avant-première sur Paris justement par rapport à ça. Et donc, on aura une table ronde, on rediscutera un petit peu certainement de tous ces aspects-là. C'est l'idée que parfois, les personnes essayent de se construire par-dessus des schémas qui sont des schémas bloquants ou des schémas limitants ou difficiles et finalement essayent de construire sur des fondations neuronales ou synaptiques, je dirais, et essayent de surcompenser des mécanismes automatiques plutôt que de faire le chemin, parce qu'elles sont dans l'idée dynamique d'aller toujours de l'avant et de ne pas regarder en arrière et de se dire j'y vais, j'avance, j'ai pas envie d'aller à l'arrière, mais alors que quelque part, elles construisent sur des mauvaises fondations et qu'il suffirait d'aller très rapidement désactiver ces fameuses connexions synaptiques qui posent des problèmes d'une certaine façon avec ces techniques-là pour pouvoir assainir les fondations et pouvoir reconstruire je dirais, sa vie, sa personnalité, comme tu disais, son moi idéal, d'une certaine façon, son soi, de pouvoir construire ça sur des bases plus solides, d'une certaine façon. Oui, et je te laisserai le oui.
Eh ben, très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jean-Michel, parce qu'effectivement, on a passé un petit peu, presque une heure et demie ensemble. Euh, c'est passionnant. Je pense que je pourrais parler avec toi sur ces thèmes-là pendant des journées entières. En mars, d'avoir un congrès. Ah, j'ai votre connexion Internet, c'est bon. Tu m'entends toujours? Ok. Donc, d'avoir le congrès, premier congrès français de psychologie énergétique, où on va pouvoir rencontrer vraiment des pointures, des sommités dans le domaine et qui vont pouvoir expliquer tout ça. Il va y avoir des échanges, ça va être très constructif. Donc, je serais très heureux de retrouver tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, à ce congrès, d'être là, de pouvoir être tous ensemble, à faire avancer, je dirais, la conscience humaine, à continuer d'évoluer dans cette dynamique-là. Je te remercie pour ça. Pour avoir plus d'informations, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous accédez Voilà. à toutes les informations par rapport au congrès. Oui, aux infos pratiques pour y participer et être présent avec nous. Et j'aurai le plaisir de vous accueillir. Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu apportes justement à ce niveau-là en France, parce qu'il y a peu de personnes qui sont dans ce domaine-là. Tu es vraiment un des leaders en la matière. Donc, merci pour ça. Et je te souhaite de bonnes fêtes de Noël, une bonne fête de fin d'année. Et puis, l'année prochaine, ça repart. Et, tiens, j'aurais peut-être même un petit séminaire en début d'année pour les gens qui veulent mettre en place des bons comportements pour l'avenir. Allez, à bientôt, Jean-Michel. À bientôt, Guillaume. Au revoir.